The McDonald's Snack Wrap is back. You brought it back. Ranch Snack Wrap. Spicy Snack Wrap. You broke the internet. For a snack. Snack Wrap is back. Ba-da-ba-ba-ba. Comcast is committed to bringing access to the internet to all Americans, including rural communities across the country, like Sussex County, Delaware. We were being left behind. Everybody around us seemed to have internet, but we did not. High-speed internet is one of those good things that we needed to help us move our farming, our small businesses, our recreation forward. Learn more about how we're bringing our next generation network to more people across the country at ComcastCorporation.com/investment in America. Salut à tous et bienvenue sur Touchdown Actu pour un nouveau rendez-vous podcast. Un jour, une pastille consacrée au preview de la saison 2025 pour vous présenter les forces et les faiblesses des différentes équipes en place, avec notamment la première franchise Made in AFC. Et ça tombe bien puisqu'on va parler du premier choix de la dernière draft, les Tennessee Titans. Pour parler de la franchise de Nashville, Victor Roulier est avec moi. Salut Victor. Bonjour Grégory, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et ben oui, hier on a parlé d'une équipe qui visait le back-to-back au niveau du championnat. Là, on est sur une équipe qui vise le back-to-back au niveau du premier choix de draft. Et ça, c'est quand même assez remarquable à voir laquelle de ces deux équipes arrivera à surmonter la pression et à réussir cet exploit formidable. C'est incroyable, il travaille toujours ses punchlines de début du podcast. Ah bah surtout que celle-là, je l'ai fait à l'écrit, alors je peux te dire, j'ai eu le temps de la travailler. Ah oui, il a encore les mains dans le cambouis là, elles ne sont pas encore totalement lavées. Donc on va parler en effet de Tennessee avec présentation de l'intersaison oblige. Euh, Le fait principal au niveau de l'attaque, c'est l'arrivée donc du quarterback Cam Ward, donc premier choix de la dernière draft en provenance de l'université de Miami, notamment pour remplacer numériquement Mason Rudolph qui part du côté de Pittsburgh. On a également du changement au niveau du corps de receveur avec le départ de Traylon Burks, mais c'était pas une énorme sensation en soi. Nick Westbrook-Ikhine qui est parti du côté de Miami, ça c'est un peu plus fâcheux pour Tennessee, avec notamment l'arrivée d'un Van Jefferson qui était du côté de Pittsburgh, il me semble, la saison passée, et puis des changements au niveau de la ligne offensive, avec là encore en provenance de Pittsburgh, Dan Moore qui arrive sur la position de tackle, et puis on a également Kevin Zeitler en position de garde qui était du côté de Détroit, tout ça pour remplacer notamment un Dylan Radons qui est parti du côté de la Nouvelle-Orléans, un Nicolas Petit-Frère qui a été cuté et qui n'a même pas été conservé par les San Francisco 49ers. Et puis niveau défensif, on a également le départ donc d'Aaron Landry direction New England pour retrouver Mike Vrabel. On a également les départs des linebackers. Kenneth Murray du côté de Dallas et Jack Gibbons également du côté de New England. Parlant de linebacker, on a l'arrivée d'un Olu Oladejo, deuxième tour en provenance de l'université que tu connais plutôt pas mal, Victor, à savoir UCLA. Et puis donc au sein du backfield défensif, on a le départ d'un Chidobe Awuzie, pardon, notamment du côté de Baltimore. Et parmi les principales arrivées, on peut lister un Kevin Winston Jr., le safety en provenance de Penn State. C'est à peu près les principaux mouvements. Il y en a d'autres, bien entendu, mais en tout cas, c'est ceux qui sont le plus notables dans cette intersaison. Victor, je vois que ça t'a vendu du rêve, en effet. Première question, forcément, pour ceux qui peut-être, sans doute d'ailleurs, n'auraient pas suivi toutes les pastilles draft, tout ce qu'on a pu dire sur Cam Ward. Déjà, première chose, représenter un petit peu le personnage. Est-ce qu'on doit s'attendre à un quarterback ultra passeur ou à un profil double menace, comme on a l'habitude de le voir ces dernières années avec les quarterbacks rookies? Double menace, peut-être pas, mais on va dire un quarterback imprévisible, un quarterback improvisateur, ce qui peut définir Patrick Mahomes, mais ce qui peut définir Bryce Young aussi. Donc c'est assez large, mais je dirais que c'est un joueur. Moi, j'ai un peu de mal sur les fondamentaux. Je trouve on va en parler, mais il est très brut. Il y a beaucoup de choses à travailler sur ses mécaniques de lancer, sur son jeu de jambes, sur sa gestion de la poche. Mais par contre, il a un côté créateur, un côté imprévisible, un beau bras, mine de rien, quoi qu'on en dise. Il peut courir s'il le faut.
Je dirais que ça, la manière dont il va être utilisé va beaucoup dépendre de la manière dont le coaching staff veut l'utiliser parce qu'il peut être beaucoup de choses à la fois. Alors, c'est aussi ma question. Je veux pas te couper l'herbe sous le pied. Si tu es coordinateur offensif de Tennessee aujourd'hui, Mhm. si tu te mets dans la peau d'un Brian Callahan, Ok. il y a quelques petites ressemblances physiques d'ailleurs. Je sais pas si comment tu le prendras. Mais en tout cas, est-ce que justement, tu assumes ton choix et tu pars sur un jeu plutôt aérien ou tu t'appuies par exemple sur un jeu au sol, sachant qu'on a vu un Tony Pollard qui n'a pas forcément été déconnant avec Ty Spears l'an passé au sein de ce comité de coureurs. Je pense que je prendrai une approche assez prudente, notamment parce qu'en fait, de toute façon, la clé de cette équipe, pour moi, ça va être la ligne offensive. Hmm. Parce que tu as dit, il y a Moore et Zaiter qui sont arrivés, qui sont quand même deux joueurs d'expérience. Il y a Skoronski et Latam qui, mine de rien, sont des top 15 de draft, hein, dont on attend d'eux qui mûrissent et qui Top 10 deviennent. maintenant? Ah, Skoronski était peut-être numéro 11, ouais, t'as Ouais, raison. Skoronski doit être 11 et Latam, il doit être 7 ou 8. 5. Moi, de mémoire, il est 5. 5, il me semble. Mon Dieu. Euh, mais pour autant, voilà, c'est deux joueurs dont on attend une vraie progression. Donc, si la ligne tient, sachant qu'en plus, derrière, tu l'as dit, on a quand même un duo Tony Pollard, Tyjae Spears, qui est quand même pas dégueu au poste de running back. C'est peut-être même le poste le plus fourni d'effectifs. Je serais plutôt pour de la prudence, c'est-à-dire un jeu un peu à l'ancienne, un jeu basé sur le sol et des passes plutôt en deuxième, troisième tentative. J'ai pas envie de faire l'erreur pour moi de Carolina, parce que je pense vraiment qu'ils ont envoyé Bryce Young à l'abattoir dès la première semaine quand ils l'ont eu. Et on a vu en fin de saison que finalement Bryce Young c'était pas si mauvais que ça quand il était dans les bonnes dispositions et dans le bon système. Donc je serais vraiment sur de la prudence. Moi j'aurais même pas fait démarrer la saison, très honnêtement. J'aurais fait arriver en milieu de saison quand de toute façon il n'y a plus rien à jouer et que les gens ne lui tomberont pas dessus si tu perds des matchs. Il y a deux écoles là-dessus, hein. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise Bon, là, école. pour le coup, ils n'auront pas le choix parce que la bonne nouvelle pour lui, on va dire, d'un point de vue carrière, c'est que Will Levis s'est blessé et est déjà out pour la saison. La moins bonne nouvelle, c'est que Floyd Cushenberry, son centre, à l'heure où on se parle, est déjà à l'infirmerie, donc ça retire une option. Je rectifie ce que j'ai dit d'ailleurs, tu avais raison, il est bien septième choix, hein, si JC Latham et non pas numéro 5 comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais C'est Joe Alt qui était numéro 5, je oui, c'est crois. ça, voilà. Il y a tellement de linemen que je me suis emmêlé les crayons. Mais ouais, c'est sûr qu'il va peut-être pas falloir lui mettre trop de pression, surtout que son escouade de receveurs, encore une fois, et sa ligne offensive, notamment sur les extérieurs. Je sais que c'est un grand débat qu'on avait en interne, mais c'est vrai qu'un JC Latham, même côté droit, bah, c'est pas forcément ce qui rassure le plus. Et Dan Moore, oui, il a déjà été tackle gauche à Pittsburgh, mais avec les défauts qu'on connaissait de la ligne offensive et du pass pro, notamment du côté de la Pennsylvanie. Donc c'est vrai que j'ai presque envie de dire c'est une bonne chose qu'un Cam Ward soit capable d'improviser parce qu'il va peut-être falloir laisser un peu plus de temps à ses cibles pour se démarquer. On a l'impression que derrière Calvin Ridley, c'est presque de nouveau Chigoziem Okonkwo, le tight end, qui va être obligé de proposer des solutions à outrance et c'est pas forcément ce qui est prévu de rassurer du côté de Nashville. Oui, bah il y a Tyler Lockett malgré tout qui reste Oui, c'est vrai, je l'ai pas cité, t'as raison, ouais. J'ai voilà oublié. qui reste quand même si c'est un vétéran, ça reste on va dire un beau coureur de tracé. Donc il pourra éventuellement servir de soupape. Mais je suis d'accord avec toi. Après Calvin Ridley, c'est Okonkwo que j'aime bien, hein. Attention, hein, c'est un joueur intéressant. Mais c'est pas non plus en termes de réception, c'est peut-être pas le tight end absolu. Et Van Jefferson que j'aimais beaucoup en université, mais qui depuis a un peu de mal aussi à passer le cap. Donc il va avoir une ligne qui peut, à mon avis, si tout se passe bien, frôler le top 15, mais qui peut être genre 28e ligne de la ligue. Il a un corps de receveur qui est certainement dans les 5 plus mauvais. Voilà. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de brûler et qu'on lui dise, ah, vous avez vu, il a fait une mauvaise saison? Bah oui, mais en même temps, autour de lui, il a que des peintres. Moi, j'irais vraiment prudemment parce que je pense que ils ont tout à gagner à prendre leur temps et encore une fois, comme j'ai dit, travailler aussi les fondamentaux avec Cameron. Un mot de la défense, où là, le chantier est assez massif, hein. C'est vrai que c'était une des forces de Tennessee sous l'ère Mike Vrabel, hein, même si des fois on s'ennuyait un petit peu offensivement, sur certaines parties en tout cas de l'ère Vrabel. Là, clairement, ça a quand même régressé. En plus, on a le départ donc d'Harold Landry, sachant qu'on avait un gros problème au niveau du pass rush.
D'ailleurs, le jeu contre la passe, ça peut quand même avoir tendance à inquiéter un petit peu. Victor, je le disais, on a un Olu Oladejo qui est assez polyvalent sur le deuxième rideau, mais dont on a très très peu de certitude, même au niveau universitaire. Et puis surtout, on a cette tuile, hein, ce fameux échange qu'on a monté l'an passé sous l'Ancien Régime pour essayer de récupérer El Jarius Need. Et malheureusement pour Tennessee, bah, les problèmes de blessure s'accumulent. C'était le quadriceps qui avait mis fin à sa saison 2024. Là, on parle maintenant du genou qui met un sérieux point d'interrogation sur sa saison 2025 et sur cet échange. Je parle même pas du poste de linebacker. On a énormément de joueurs qui sont partis, hein, je les ai cités tout à l'heure. Le chantier est très 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 vaste quand même pour un Brian Callahan qui joue peut-être déjà sa tête cette saison des deux côtés du ballon. Ah bah presque tout est inquiétant, hein. À part l'intérieur de la ligne défensive, où on Oui. a quand même, voilà, on a quand même pour le coup une référence qui est Jeffrey Simmons. On a du jeune prometteur avec Tevondre Sweat. Et on a, on va dire, du solide expérimenté avec Joseph Day. Bon, Mm. ok, c'est bien. Non, mais c'est un beau trio pour le coup. Alors, le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de pass rusher, il n'y a pas de linebacker, il n'y a pas de cornerback, il n'y a pas de safety, quoi. Alors évidemment, les gens vont pinailler. J'exagère. Amani Hooker en safety, c'est pas non plus une catastrophe. Cody Barton en linebacker, c'est pas non plus une catastrophe. Mais il y a littéralement aucun de ces joueurs qui est particulièrement un titulaire haut du panier. Mm. On est vraiment limite le seul qui m'intriguerait, c'est Arden Key. Mais bon, Arden Key, enfin, il y a un moment. Il a son âge aussi, hein. C'est pas maintenant qu'il va exploser, quoi. Donc, honnêtement, cette défense, moi, elle me fait peur. Et je vais le dire tout de suite, puisque pour les previews et pour d'autres articles à venir, j'ai fait un peu le tour des défenses. Aujourd'hui, sur 32 défenses en NFL, pour moi, elle est 32e. Bah, en fait, c'est aussi ce que j'allais dire, et c'est pour ça que je mettais ça en corrélation avec la situation un peu personnelle de Brian Callahan, qui est seulement coach principal de Tennessee pour la deuxième année. C'est que ça avait été quand même déjà assez criant l'an dernier, le manque, on dira, de développement, en tout cas de capacité à garder son groupe constant et focalisé pendant 4 quarts-temps. Et si on a un groupe qui est rajeuni avec moins de talent brut et intrinsèque des deux côtés du ballon, je suis pas sûr que ce soit capable, même si, bah, on le dira toujours, la FC Sud est sans doute clairement pas l'une des divisions les plus sexy, les plus relevées en apparence à l'orée de cette saison. Je vois pas comment tu pourrais renverser les tables, comme on dit dans la langue de Shakespeare, vraiment être capable de bouleverser tout ça, vu les dispositions que tu as montrées d'une mi-temps à une autre, quoi. Donc c'est sûr que si tu as une attaque qui est en recherche d'automatisme avec un jeune quarterback qui va devoir clairement lutter parfois pour sa vie, avec une ligne offensive un peu expérimentale, avec des receveurs avec un poste de receveur en manque de profondeur, tu rajoutes à ça une défense qui sera même pas forcément capable de faire souffler l'attaque en question et qui va peut-être encaisser à minima un wagon de yards. Bah, c'est sûr que ouais, on n'est pas loin de se demander si du côté de Tennessee, tu faisais la blague en introduction, mais je suis pas loin de te rejoindre. C'est vrai que bah, on a de nouveau un gros candidat pour être premier choix de la draft parce que on a l'impression que le nouveau GM dont je confonds à chaque fois le prénom. À chaque fois, je dis, c'est bien Mike, hein, j'avais un doute sur le prénom. Mike Morganzi. Bon, on a l'impression qu'il s'est dit, bon, bah, on se laisse une petite année comment dire, de construction, de chantier pour voir un petit peu l'état autour de Cam Ward et savoir sur qui on peut compter. Mais ça ressemble quand même à une année où bah, on va de nouveau un peu faire souffrir les fans locaux et ça va être un petit peu compliqué. Mais moi, encore une fois, je pense vraiment que là, le message, il est clair, c'est on essaye de construire l'attaque, on essaye de faire un peu marcher le truc, mais je crois qu'ils ont totalement abandonné la défense, hein. Et honnêtement, comme tu dis, le GM, je pense qu'il assume presque de dire on joue encore le top 5 de draft pour se redonner encore des clés Hmm. et pour construire vraiment l'année prochaine. C'est peut-être ce Parce dont s'est que, rendu compte Lorenzo Carter, hein, on se rappelle, qui arrive au camp d'entraînement et qui fait, bon, finalement, je prends ma retraite, les gars. ouais, ça c'était un spécial Belichick à une époque. Les mecs, ils arrivaient au Patriots, ils faisaient 3 entraînements avec Belichick, ils disaient non, 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 en fait, j'ai pas envie de faire une saison entière. Oui, mais et non, mais vraiment, en fait, pour moi, le dernier clou dans le cercueil, ça a été Snead. Parce que Snead, c'était censé être cornerback 1. Si même lui, parce qu'honnêtement, on va pas se mentir, là, depuis une semaine, ça pue, hein, les reports qu'on a.
clairement. Donc, si même ça, il n'y a pas. Mais surtout qu'encore une fois, je peux paraître encore un petit peu dur sur mon jugement, mais on parle d'une défense qui était quand même assez honorable d'un point de vue statistique contre la passe l'an passé. Mais c'était malgré les problèmes de pass rush et c'était à mon sens avec des joueurs un peu plus calibrés. Là, tu restes encore une fois avec certains joueurs, notamment sur le pass rush, que tu laisses partir et t'exposes encore un petit peu plus des jeunes loups, on va dire, du secondary. Certes, un Jarvis Bromley, par exemple, a montré des bonnes choses pour son année rookie, mais rien de garantit qu'avec des receveurs qui vont peut-être avoir un peu plus de temps pour se libérer, il sera capable de réaliser une deuxième saison aussi prometteuse. Donc, c'est là, encore une fois, où ouais, je te rejoins un petit peu et où je m'inquiète vraiment pour cette équipe de Tennessee, où on a du mal à trouver vraiment des repères clairs et précis à l'orée de cette saison. Toutes ces choses étant dites, Victor, on reste donc sur une équipe qui, d'un point de vue comptable en 2024, avait terminé la saison avec une fiche de 3 victoires pour 14 défaites. Est-ce que déjà on fait mieux qu'en 2024 selon toi? Alors, je crois que sur la preview écrite, je les ai remis à 3, mais là, je vais être gentil, je suis généreux aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Je vais les mettre à 4 victoires. Voilà. Je vais te rejoindre. Moi aussi, j'ai hésité à les remettre à 3-14, mais c'est vrai que j'ai pas revu tout le calendrier. Après, forcément, ils vont jouer quelques équipes aussi en reconstruction, ou en tout cas un peu promises à des saisons compliquées cette année. Donc c'est possible qu'ils aient en chercher quelques-unes, notamment à domicile. Je te rejoins un petit peu sur la fiche de 4 victoires pour 13 défaites. Un 4-13 prometteur, comme on aime dire à chaque début de saison. Ah bah j'ai hâte des Titans Colts que je serai évidemment le premier à réclamer à Alain en disant s'il te plaît donne-moi ces matchs-là. Non, blague à part, encore une fois, je pense que vraiment si vous êtes fan des Titans, faut prendre ce qu'il y a à prendre, c'est-à-dire Hmm. vraiment se concentrer sur le développement des jeunes. Ok, il n'y aura pas beaucoup de victoires, probablement pas beaucoup de victoires. Après, c'est la NFL, on ne sait jamais, hein. Il y a un moment, le groupe vit bien, ça explose, tu fais 8, 9 victoires, 10 victoires, alors que personne n'attendait. On l'a déjà vu dans l'histoire. Mais voilà, je pense que avant tout, faut vraiment avoir cet état d'esprit de dire, bah, on a une saison entière pour évaluer les jeunes. Oui, ça sera pas tous les jours facile, mais en même temps, si vraiment dès le début, tu te mets dans cet état d'esprit-là de dire, bon, bah, de toute façon, on jouera pas les playoffs, moi, je vais m'enthousiasmer sur ce sur quoi je peux m'enthousiasmer, bah, c'est la clé. C'est sûr. Bon, voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur les Tennessee Titans, hein. Encore une fois, on espère nous tromper un minimum, hein, et que pour les fans des Titans, qui sont très nombreux en France, hein, j'en suis sûr, le résultat sera différent. Mais c'est vrai qu'en tout cas, tout n'augure pas d'excellentes choses du côté de la franchise coachée par Brian Callahan. On se retrouve donc d'ici quelques heures, hein, dès demain, pour parler notamment des New York Giants, où il y aura là aussi moult choses à raconter. À très vite en tout cas sur Touchdown Actu. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Debbie Millman, and I host a podcast called Design Matters from the TED Audio Collective. Every episode, I have conversations with designers, writers, artists, and other luminaries of contemporary thought. People like Roman Mars, Ai Weiwei, Ethan Hawke, and Ashley Ford. We not only talk about their crafts, but how they design the arc of their lives, what they've learned, what obstacles they've overcome and how they've done it, and how they see the world. Join us for an inquiry into the broader world of creative culture. Find and follow Design Matters with Debbie Millman wherever you're listening to this. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.